Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Baké Gourousso, ingénieur de la formation et des systèmes d'emploi. Bienvenue au Café des métiers, le podcast qui fait un focus métier. Il s'adresse essentiellement aux élèves et aux étudiants. Ensemble, nous allons découvrir un profil, un parcours, des conseils qui vous aideront à mieux structurer votre projet professionnel et bien penser vos choix de formation. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Jean-Paul Hundefort. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Baké. Comment vas-tu? Très bien, merci. Alors, la première question que nous avons l'habitude de poser ici est: que fais-tu dans la vie, Jean-Paul? J'espère que vous recevrez d'autres architectes qui vont raconter autre chose. On aime les profils atypiques. Oui, ouais. Ce qu'un architecte fait dans la vie, Oui. il ira les gens. Dis-nous tout. Moi, j'essaie de rendre les gens heureux. J'essaie de me faire plaisir. D'accord. Et comme j'ai pris des engagements professionnels, à travers une prestation de serment, j'honore mes engagements, en fait. Prestation de serment. Oui. C'est aussi cadré? Oui, un peu plus même. Ce n'est que le début. Tu nous en diras plus tout à l'heure. Aucun Alors. souci. Donc rendre les gens heureux. Oui, pour ne pas être trop scientifique, je veux dire, D'accord. rendre les choses terre à terre. Autrement, on se charge du cadre de vie qui peut prendre plusieurs formes. Donc, les espaces extérieurs, les espaces intérieurs, le territoire, qu'il soit un quartier, une ville, un pays, un continent. Donc là, on parle plus de planification, ce moment-là. Donc l'architecte est capable de toucher à tout cela de façon générale, mais après, il y a un tas de spécialités, un tas de partis pris, d'engagements qui font qu'on peut être sur un segment donné, sur une niche donnée. Et qui emploie l'architecte? Tout le Est-ce monde. Tout le monde? Tout le monde, oui. L'État également? Oui. Le privé, le public, les entreprises, quelle que soit leur taille. Dans notre pays, puisqu'il faut contextualiser, Oui. L'architecte il est attendu plus sur les projets d'envergure, donc les projets publics, les projets d'État, mais ce n'est pas un apanage, il n'y a pas de limite, et c'est assez réducteur. Et les gens passent à côté de nos services justement parce qu'ils pensent qu'on est orienté que sur la commande publique, sinon tout le monde fait appel à un architecte. D'accord. Et quels sont les corps de métier avec lesquels l'architecte a des interactions professionnelles? Au quotidien, un de nos premiers partenaires, les premières personnes avec lesquelles on est en contact, c'est l'ingénieur en génie civil. Et Ok. tout un tas d'autres ingénieurs, l'ingénieur hydro, l'ingénieur électrique, l'ingénieur, je ne sais pas en fait, globalement. L'ingénieur est très associé, il est très proche de l'architecte. Des fois, il y a même des confusions de rôles. J'allais lui dire, Oui. parce que quand les gens décident de construire leur maison, est-ce qu'ils font automatiquement appel à l'architecte? Non, ce n'est pas systématique. On est loin de cela aujourd'hui au Bénin, mais vraiment très, très, très loin. Mais ce serait l'idéal? En fait, c'est même pas une option. Ah, Les d'accord. textes obligent à faire appel à un architecte lorsque vous construisez. Au-delà de 100 mètres carrés, 100 ou 150, les textes bougent, on ne sait pas trop. On se dit, parce qu'on a participé aussi à un moment aux réformes, D'accord. on se dit que 100 mètres carrés, c'est suffisant pour que un individu se débrouille pour construire. Mais le Au-delà. contexte n'est pas rassurant, en fait. Parce que pour construire soi-même, il faut avoir un certain bagage. Il faut avoir une prise de recul pour s'engager et construire une ville, mettre en péril ou rendre confortable un voisin. Il faut avoir un minimum de connaissances qui n'est pas accessible aujourd'hui, malheureusement. Sinon, quoi que vous devriez faire dans le cadre bâti ou aménagé, vous êtes obligé de faire appel à un architecte. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu plus sur la relation entre l'architecte et l'ingénieur en génie civil? On va dire que l'architecte, il est un peu dans l'imaginaire, il est dans l'abstrait. Il va prendre un cahier des charges, il va enregistrer un besoin,
l'interpréter, le nourrir et le retranscrire sous une forme. Un plan? Un plan, par exemple. C'est une forme parmi tant d'autres. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, il y a même de l'immersion virtuelle. Donc, l'architecte peut rendre un projet qu'une fois que vous portez ces lunettes-là, vous avez l'impression de vivre cet espace-là. Donc, c'est pour ça que je dis sous plusieurs formes. D'accord. Et l'ingénieur, c'est celui qui est un peu plus raisonnable, un peu plus raisonné, un peu plus logique. Je vois. Et qui va se débrouiller, qui va travailler, qui va mettre ses outils à disposition pour que ce bâtiment-là, cet espace-là, il soit stable. Sur le plan structure, donc l'ingénieur structure, l'ingénieur génie civil qui va calculer le béton ou les aciers ou le bois, le bambou, tout ce que vous voulez, tout ce qui va porter le bâtiment. L'ingénieur électrique, lui, il va dimensionner les circuits électriques. L'ingénieur fluide, il va regarder la plomberie, tout ce qui est climatisation, etc. Donc, je crois, oui, de façon générale, c'est l'ingénieur qui a beaucoup de rôles, beaucoup d'apports, de contributions pour rendre réelle la vision de l'architecte. Non, il y a d'autres partenaires, d'autres corps de métier, les entreprises de construction, qui peuvent être promus par des ingénieurs. C'est possible qu'un ingénieur se mette en entreprise de construction pour réaliser les bâtiments qui sont pensés, dessinés. Il y a évidemment les maçons qui arrivent, qui sont aussi pas négligeables dans la chaîne, qui ont énormément de place dans notre culture. Ce sont les premiers interlocuteurs. Donc, c'est des amis ennemis, un peu. Donc, à partir du maçon, il y a tout un cortège d'artisans jusqu'aux finitions du gros œuvre, donc tout ce qui est structure, maçon, ferrailleur, coffreur. Puis on arrive au second œuvre avec les peintres, les installateurs de toutes sortes de choses, les poseurs de carreaux, ce qu'on appelle les revêtements, les menuiseries, qu'elles soient en bois, en métal ou en aluminium, par exemple. Quand l'architecte est dans le privé, il travaille où? On a vu, on a parlé des pharmaciens qui travaillent en officine. L'architecte, il travaille où? C'est géographique. Votre question, c'est la géographie. Alors, comment on pourrait appeler l'endroit où travaille l'architecte? Parce que souvent, c'est des subtilités qu'on n'a pas, et le public auquel on s'adresse, c'est important de pouvoir dire un architecte, on le retrouve à tel endroit. Un peu comme on retrouve un notaire dans une étude. Absolument. Donc voilà, c'était pour ça. Non, j'avais compris, mais c'est bien pour ceux qui nous écoutent. Merci de me charrier. De savoir où on va. S'il n'y a pas de souci, je prends, même devant la caméra. L'architecte s'établit en libéral en cabinet. C'est le cabinet qui est le lieu, qui est le repère de l'architecte, en fait. Mais ce n'est pas le seul. L'architecte peut être employé par l'État. La sensibilité du métier veut que l'État soit notre parrain. En fait, c'est pas le mot parrain, mais nous sommes sous la responsabilité de l'État. Il y a un ordre des architectes. Un ordre des architectes qui dépend du ministère en charge de l'habitat. Donc au Bénin, c'est le ministère du cadre de vie et du développement durable qui a changé de dénomination il n'y a pas très longtemps. Donc à partir du ministère, on est rattaché au gouvernement central qui nous donne des autorisations d'exercer et qui légifère régulièrement à travers des lois, des décrets pour orienter la façon dont le pays va être modelé. Ça a été quoi le déclic? Le cumul des expériences, le cumul du parcours de vie. Je suis très tôt entré en formation professionnelle, formation technique, via un CAP en ouvrage en bois dans le bâtiment, de façon plus ordinaire en menuiserie. Et je suis allé en génie civil après le bac, le diplôme de technicien industriel. Je suis passé en école de génie civil. J'ai décroché. On va revenir un tout petit peu en arrière. Donc, tu as eu un DT ou un DTI? DTI. Un DTI. Oui. Diplôme de technicien industriel, qui est un équivalent de bac. D'accord, oui. Ça a valeur de bac. Oui. À un moment donné, oui. Et après... Je suis entré en école de génie civil, parce qu'il n'y a pas de débouché pour la menuiserie en universitaire. Oui. En local, en tout cas. Et puis, la menuiserie reste... assez... Ça fait pas rêver. Ça fait pas rêver comme métier. C'est très beau, c'est très noble comme métier, mais en local, ça faisait pas rêver. Donc, j'ai préféré
ouvrir le champ, D'accord. avoir plus d'alternatives, mais je sais pas, j'étais pas outillé. Je sais pas, j'avais pas un bagage en mathématiques, un bagage scientifique assez fort. Donc, il faut avoir un mental d'acier alors pour pouvoir entrer en... Peut-être de titane, c'est un peu plus dur que l'acier. Donc, c'est très, très mental, puisqu'on réfléchit énormément. C'est de la conception. Moi, je compare ça à la fin du projet, je compare ça à la délivrance, à l'accouchement d'une femme. C'est comme ça. À ce point. Oui, tu portes. Moi, j'ai pas eu d'enfant dans mon ventre, donc je sais pas. Il n'y a pas d'école d'architecture qui délivre le grade d'architecte. Vous ne pouvez pas, non. D'accord. Il y a des écoles qui préparent, D'accord. qui donnent une licence, et vous pouvez faire valoir des acquis dans une autre école et continuer votre cycle ailleurs. Sinon, l'école régionale, c'est le hameau, qui est basé à Lomé, où le Bénin est souscrit. Oui. Donc, les Béninois, ils peuvent être boursiers là-bas, ils ont leur place réservée pour étudier à le hameau. Donc, il faut beaucoup de travail. Et quel est le regard que l'entourage, la société porte sur l'architecte? Cet architecte, c'est un inconnu. C'est un grand nom qui fait fantasmer, qui impose le respect. C'est prestigieux, et oui. Architecte. Voilà. Mais déjà, on ne sait pas où nous trouver. On a un premier problème à cela. Donc, c'est l'excuse pour tout, en fait. Ah, mais où est-ce que je trouve l'architecte? Ah, mais ils sont chers. Donc ça, c'est les a priori avec lesquels on démarre assez souvent. Vraiment, merci pour toutes ces informations-là. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une jeune fille ou un jeune homme qui voudrait faire le même métier que toi? Il faut être déterminé et il faut avoir du caractère. Déterminé et avoir du caractère. Puisqu'on prend des risques sur tous les projets, ça va faire 3... Le Covid, c'était quand déjà? 2018-2019. Oui, c'est ça. Je marchais beaucoup, je faisais du sport, on n'avait pas beaucoup de travail, et puis on était censé être chez nous, il n'y avait pas de rassemblement, donc je faisais mes marches. Et je me suis retrouvé bloqué par la pluie sur la route quelque part vers la route des Pêches, et je pensais à un projet où on a construit un porte-à-faux. Donc le porte-à-faux, c'est un élément horizontal ou oblique sans support, dans le vide. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ça, par exemple, c'est un porte-à-faux. OK. On a fait un porte-à-faux de presque 4 mètres en métal qui devait peser peut-être 2 tonnes. Okay. Et le vent, il soufflait fort, en fait. Comme j'étais sur la côte, je me dis que l'orientation de la maison, donc la prise au vent, donc la façon dont le vent allait rentrer, allait pouvoir solliciter, allait faire bouger cette structure-là, c'était angoissant. Et plutôt que de penser à ma destination ou à rentrer chez moi, je pensais plutôt à aller regarder ce bâtiment, voir s'il n'y avait pas de problème. On ne l'avait pas terminé, la maison, c'est une villa. Donc dès que la pluie s'est un peu calmée, j'ai foncé, je suis allé voir sur le chantier et rien n'avait bougé. Donc sérieusement? Ça ne bouge pas, ça bouge pas. Je vous dis... Tu as été... Ébranlé, oui. Je me suis dit, avec ces vents-là... C'est comme des urgences médicales, alors? Oui. C'est quand on a un projet à cœur, quand on le porte et tout ça. Vent de peut-être 150 km/h, tu te demandes si ça va tenir, il n'y a pas de poteau, c'est des structures métalliques, donc ça va. Ça va. À quoi ressemble une journée type? Pour toi, par exemple, une journée type? Depuis quel endroit? Depuis quand j'arrive devant la porte du bureau ou depuis mon lit? Non, pas depuis ton lit. Depuis la porte de ton bureau. La porte de ton bureau. Oui. À quoi ressemble une journée type? Ça commence un peu avant, c'est pour ça que je te demandais. Ok. On dort pour mal. Toi? On peut dormir mal quand on prend très à cœur le projet. Et le temps de conception, il faut de la paisibilité. Et la paisibilité, c'est la nuit qu'on la trouve, en fait, quand tout est calme, quand il n'y a plus d'activité. Donc, selon le cerveau qu'on a, on peut travailler de nuit et donner forme à ça le matin. Donc, il y a déjà, quand je suis vraiment dans la phase conception, oui. Je parle de moi, il y a des choses qui vont arriver le matin. Soit je les écris, soit je les dessine. Ou je les garde dans ma tête. C'est un exercice périlleux parce que les idées elles peuvent s'envoler le matin.
Donc, quand j'arrive au bureau, il faut matérialiser ça. Autrement, il faut aller au-delà de ce qui a pu être fait à la descente du lit ou dans la douche. Et puis, on passe des consignes des collaborateurs. Il y a le remue-ménage, mais ça, c'est lié à la conception. Il y a le travail administratif, donc le suivi des projets, etc., qui crée une autre routine, finalement. Mais oui, de façon simple sur la gestion de projet, quand tout le monde prend ses responsabilités, quand les administratifs font ce qu'ils ont à faire et que moi j'arrive, mais j'ai une idée, il faut qu'on lui donne forme. Et les collaborateurs avertis, ils réagissent de façon spontanée parce que c'est une équipe, c'est une famille. Et le mastermind, le meneur, il a un style, il a un rythme, il a un tempo que ses collaborateurs prennent à un moment donné. Donc, en un trait ou en une phrase, je peux donner une consigne qui est très consistante selon la personne que j'ai en face de moi. Eh bien, édifiant. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci à vous qui nous avez suivis. J'espère que vous avez compris comment on devient architecte, ce que c'est que le métier d'architecte. J'avoue que j'ai perdu les papillons que j'avais dans les yeux quand je disais, je réalise que c'est beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine. J'espère que vous avez eu des réponses à vos questions. Merci d'avoir suivi le podcast. Merci à toi, Jean-Paul, d'être venu partager tout ceci avec nous. Le podcast a été réalisé par l'agence Tomaro en collaboration avec le Centre d'employabilité francophone de l'AUF Bénin. À bientôt pour un nouvel épisode.